Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et industriels, n'hésitez pas à les appeler. Ils vont pouvoir vous fournir des spécifications pour vos projets. J'aimerais également remercier Delta, qui est un manufacturier en robinetterie. Donc, pour tous vos projets, les cuisines, les salles de bain, vos projets commerciaux, vous pouvez appeler Lajoie qui les représente, donc ils vont pouvoir vous donner les spécifications, ainsi que Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Guy-Philippe Bouchard de chez Bello-Lapointe, un avocat en litige. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Guy-Philippe, merci beaucoup d'être là au podcast. Bienvenue à Avocat en litige chez Bello-Lapointe. Donc, bienvenue au podcast. Hey, ça fait plaisir, Bruno. Merci. La majorité des auditeurs vont dire attends un peu, un avocat. Bruno, as-tu des problèmes? Comment ça t'amènes un avocat? Mais je pense, tout d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes. T'es qui? Puis après ça, on va expliquer la raison de ta venue au podcast parce que t'es impliqué d'un joueur présent dans le milieu de la construction, puis t'as un rôle hyper important. Puis aujourd'hui, j'ai comme une série de questions qu'on pourrait faire 4 podcasts avec là-dessus. Donc, on va commencer par Guy-Philippe Bouchard, t'es où, t'as quel âge, tu viens de où et tout ça? Écoute, moi, je suis je dirais un jeune avocat de la quarantaine parce que j'ai un 11 années de barreau. Presque. Là. En août, j'ai ma 11e année. Je pratique en droit de la construction. J'arrive en droit avec une formation préalable en physique et en histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai seulement 11 années de barreau, 10 et demi, là, dans la quarantaine. Mais je pratique en litige. Je représente des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés dans tous les domaines qui ont trait au chantier de construction, que de la rédaction d'un avis qui doit être donné en vertu du contrat, à la publication d'une hypothèque légale, à la défense des intérêts dans un contexte de litige de malfaçon ou de perte de productivité, jusqu'à l'évaluation de la couverture d'assurance et puis le litige contre les assureurs pour les forcer à défendre. Alors, je touche vraiment large dans le domaine du droit de la construction. Et puis, c'est ce qui anime ma carrière de jour en jour. Et puis, je pense que je suis un avocat très passionné de ces enjeux-là, puis ça se reflète dans ma pratique. Ben oui, en tant que, tu sais, quand on s'est parlé, on avait prévu un meeting de 15 minutes qui a duré 1 heure et quart. Ouais. Fait que merci de ne pas m'avoir envoyé de facture là-dessus. non, mais c'est... tu sais, t'es quelqu'un qui est passionné par ça, mais t'as un background. Puis c'est ça que j'aime avec toi. Tu passes sous le silence que t'as fait un bac en histoire de l'Amérique du Nord et en même temps, tu t'étais pas assez occupé. Fait que t'as combiné ça à un bac en physique, tout ça. Mais tu viens de où? Les enfants, tout ça, tes parents faisaient quoi dans la vie? Écoute, moi, je viens de Sherbrooke. Okay. J'ai grandi à la frontière de la ville. Dans le temps, là, Sherbrooke, la rue McGregor, dans le nord, c'était la dernière rue avant le bois. Puis vraiment, là, c'est un complexe de 4 blocs appartements, là, avec une piscine dans le milieu. On était 15-20 enfants, là, à peu près du même âge. Puis où le concierge arrêtait de tondre le gazon, là, la forêt commençait. Puis la forêt, là, il y en avait des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres. Fait que j'ai grandi dans un milieu, somme toute, assez urbain, là, parce que le carrefour de l'Estrie était pas loin de chez nous, puis l'université, puis tout ça. Mais moi puis mes amis, on partait à l'aventure, là. Puis
on marchait dans le bois, puis on découvrait des étangs, puis on escaladait des falaises, puis tu sais, des fois, on se disait, là, il faut qu'on vienne chez nous, puis ça prenait 2 heures à venir, là, tu sais. On a vraiment j'ai vraiment eu une enfance free range. Mes parents étaient... ma mère était professeure au primaire, puis ensuite au secondaire. Mon père a eu un parcours professionnel truffé d'embûches. Mon père a quitté le cégep pour devenir un directeur de cinéma. Dans ce temps-là, tu n'avais pas besoin d'études pour travailler. Puis mon père a eu sa job, puis il est allé le faire, puis il a eu du fun. Mais dans les années 80, le monde a changé. Et puis, il a perdu son emploi, puis après ça, il s'en est retrouvé un autre. Mais tu sais, quand Steinberg est tombé, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Puis là, c'est là que mon père a perdu son emploi, puis il est retourné aux études. Il est devenu courtier immobilier. Et puis, il a refait sa carrière comme ça. Puis moi, j'ai grandi là-dedans, puis je l'ai vu faire. Je te dirais, là, professionnellement, ça a été l'expérience qui m'a marqué le plus en termes d'éthique de travail, puis en termes de comment le monde fonctionne. Puis, je me souviens, mon père me dit, regarde, là, va faire des études. Parce que si jamais tu fais des études, puis ça va pas à quelque part, tu vas avoir la liberté de changer d'endroit. Fait que, tu sais, mes parents n'étaient pas riches. J'ai pas hérité de capital au travers d'eux pour pouvoir faire un down sur une maison ou, tu sais, pouvoir profiter de la vie. Mais ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est qu'en allant me chercher des études, j'allais avoir la liberté de me placer à un endroit où je vais être bien et puis où je vais pouvoir me réaliser. Fait que des études, j'en ai fait par après. Non, mais ça tu parles, tu sais, souvent, tu sais, on voit des entrepreneurs, jusqu'à date, j'ai pas eu ben d'entrepreneurs qui sont partis avec la petite cuillère dorée dans la bouche, puis ils arrivent, puis ils ont une fortune. C'est la majorité des gens ont travaillé. Puis, moi, je te considère comme un entrepreneur, parce que pour moi, un avocat, c'est un entrepreneur. T'sais. Oui, tu fais partie d'une équipe. Par contre, tu vas chercher tes mandats, tu rencontres ta clientèle. Tu as tout le profil, tu fais ton développement des affaires, pareil comme moi, différemment, là, mais tu as un développement des affaires à faire, puis comme avocat, ben, tu te vends comme avocat. Fait que, tu sais, puis tes parents, ils t'ont donné le meilleur down payment qui te... la résilience, de faire « ça marche pas de trouble, on peut s'en aller de l'autre bord ». Et l'autre chose, quand tu as vu ton père tomber comme agent immobilier, veux pas, ça te donne la piqûre de l'entrepreneurship parce que tu vois toutes les libertés et qui est responsable de sa destinée, d'un peu de la finalité que si un deal se fait, ben il se fait à cause que j'ai mis les efforts nécessaires, ou si un deal se fait pas, parce que c'est une décision que j'ai prise. Ah, beaucoup. Écoute, tu peux facilement être avocat puis pas être entrepreneur. Parce que tu peux aller travailler dans un contentieux, tu peux aller travailler, par exemple, chez un assureur où là, tu vas juste faire des mandats pour l'assureur. Tu peux aller travailler dans un bureau où le développement des affaires est plus s'insérer dans le réseau que le bureau a déjà pour maintenir des relations avec des gros clients institutionnels. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je suis dans un cabinet boutique d'environ 12 avocats où on fait du litige, pas pour des gros clients institutionnels. Alors, le développement des affaires est extrêmement important. Puis, le développement des affaires passe au travers de la relation que tu vas développer avec les gens. Tu sais, tu appliques pour une job dans un cabinet d'avocats comme ça, puis une fois que tu as la job, bien là, tu appliques pour trouver tous les autres jobs que tu vas faire là auprès des clients. Fait que tu sais, puis écoute, on a été dans un contexte, moi, regarde, je l'ai testé avec la pandémie, là, où tu peux pas amener un client potentiel luncher, là. Écoute, comment tes rencontres, quand il n'y a plus de conférences, quand il n'y a plus de dîner, quand il n'y a plus d'organisation. Fait que, tu sais, écoute, j'ai navigué sur LinkedIn pour
étendre le réseau pendant ce temps-là, puis voir comment que ça se fait. Mais oui, être entrepreneur et avocat, ça se fait beaucoup. Puis moi, l'entre-gens, je l'ai pogné de mon père. Ouais. Mon père, écoute, il courtier immobilier, ça l'a bien servi. Il est bon en entre-gens quand il serre la main de quelqu'un. Tu sais, il y a une relation qui se forme. J'ai eu la chance de le voir une couple de fois où, tu sais, je l'ai suivi là, quand il allait rencontrer des clients. Puis, ça m'a beaucoup marqué. Fait que, tu sais, son retour aux écoles, l'emphase sur les études, et puis son développement de clientèle, son entre-gens, ça m'a marqué. C'est sûr que je le fais à ma façon. Je suis pas mon père parce que, tu sais, on n'est jamais nos parents. Mais ces valeurs-là puis ces façons de faire-là m'ont marqué. Puis aujourd'hui, ben c'est ça que je fais à tous les jours dans ma pratique. Puis c'est les outils que j'utilise pour la développer puis pour l'amener à bien. Et puis, tu sais, pas seulement dans le développement de mes propres clients, mais je travaille avec Maître Benoît Lapointe, mon patron, l'un des associés du Bello Lapointe. Et puis, quand je sers ses clients, bien, c'est le même entre-gens qu'il faut que j'aille. C'est les mêmes développements de relations qu'il faut que j'aille pour que le client se sente non seulement en confiance parce que je suis capable d'y donner une opinion juridique ou des bons conseils dans la tenue d'un dossier, mais aussi parce que ces conseils-là sont délivrés dans le véhicule qui est moi-même, qui est humain, puis au travers de la relation avec, qui est, j'espère, chaleureuse, honnête, ouverte, où, regarde, il n'y a pas trop de tabous, c'est confortable, on peut se dire les vraies affaires, et puis on peut aussi, tu sais, autant les bonnes affaires que les mauvaises affaires, on peut se les dire parce que on a une relation qui permet ça. Bien, le relationnel, peu importe le domaine. Tu sais, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Mon père et ma mère, ils me disaient, tu sais, Bruno, peu importe ce que tu choisis comme métier, le côté, eux autres qui appelaient ça le côté vendeur, le sales guy, là, mais ça, tu l'as dans toi, bien, peu importe ce que tu vas faire, là, ce côté-là, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Puis je regarde, tous les entrepreneurs que j'ai eu au micro, ils ont toute cette clé-là en commun, qui est la communication. Puis ça, je veux qu'on en reparle parce que c'est un des éléments clés qui fait la grosse différence que moi j'ai perçu, mettons, entre toi et d'autres avocats. J'aime pas bien avoir de relation avec vous autres. Souvent, c'est du court terme que j'aime avec vous autres. J'aime jamais être... Mais je fais des blagues, mais tu sais, j'ai eu à en côtoyer par mon parcours professionnel. Et évidemment, ça m'a marqué. Tout de suite, quand on s'est parlé, j'ai dit... Je te veux au podcast, c'est comme un no-brainer pour moi. Tu sais, t'as cette caractéristique-là que d'autres avocats n'ont pas nécessairement, puis qui en fait, selon moi, une grosse différence qui démarque des autres. Mais là, j'aimerais ça qu'on en revienne à ton parcours. T'es à Sherbrooke, ton père tombe agent d'immeuble, mais là, toi, as-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur plus jeune. Okay. Donc, on dit une famille de deux, là. Une famille standard, bien normal. Là, tu sais, là, mes parents ont divorcé, mais ils sont restés amis, puis ça a toujours bien été. Puis, tu sais, mon père venait manger à la maison, même quand ma mère était remariée. Regarde, là, quand on partait en vacances avec ma mère, mon père gardait nos chiens. Tu sais, ça a été une famille, une enfance heureuse, là, sans trop, sans dire qu'il y a jamais eu de moment plus difficile, là. Ça, il y en a pour tout le monde, là. Mais je peux pas dire que j'ai eu une enfance traumatique, là, d'aucune façon, là. Fait que, tu sais, ça m'a bien servi parce que ça m'a jamais ralenti, là. Tu sais, je suis pas sorti de mon adolescence avec une dépression en sachant pas quoi faire, là. Je suis sorti de mon adolescence à 100 000 à l'heure en sciences, là. Tu sais, là, écoute, j'étais fasciné par les sciences au secondaire et par l'histoire.
Puis ça, c'est en partie parce que j'avais une vie à la maison qui pouvait permettre le développement de telles passions. Tu sais, je n'étais pas pogné pour gérer de la chicane entre mon père et ma mère. Tu sais, je pouvais avoir une job-in, puis gagner des sous, puis en même temps, lire, écoute, les mathématiques, c'est la première chose qui est venue me chercher, puis après ça, de la physique, puis tu sais, j'étais le gars qui lisait un livre de mathématiques puis de physique pendant mes breaks quand je travaillais de nuit à l'usine de transformation de porc à Magog, là, tu sais, j'ai eu ce genre, cette enfance-là qui s'est bien déroulée, là, puis que tout le monde s'est entendu, puis quand il y a eu des problèmes, tu sais, les problèmes ne sont pas devenus des drames, a permis à moi, puis à ma soeur aussi, je pense, de se développer, d'acquérir des passions, de développer des intérêts, puis ça a fait que quand on est sorti de l'adolescence puis du secondaire, là, écoute, moi, au cégep, j'avais 98% de moyenne en sciences, là, puis j'étudiais même pas parce que je lisais d'autres choses, puis tu sais, t'étais passionné. J'étais au sommet des Amériques à côté de ça, je renais un café Fairtrade sur le campus, tu sais, j'étais comme partout, là, fait que tu sais, ça m'a vraiment donné un boost. Du moins jusqu'à temps que j'arrive à l'université, à McGill. J'ai quitté Sherbrooke. Pourquoi pas avoir fait à Sherbrooke? Parce que Sherbrooke, il y a une super université là-bas. Écoute, super université. Il y en a même deux. Il y a Bishop, où j'étais, moi, quand mon cégep, je l'ai fait à Champlain, sur le campus de Bishop. J'aurais très bien pu continuer en physique là, parce que, tu sais, je connaissais tous les profs, puis genre, j'étais là, j'aurais eu une bourse, puis j'aurais pu le faire à Sherbrooke aussi, mais j'avais besoin de sacrer mon camp. Sortir de ta zone de confort. De sortir, là. Tu sais, là, c'était comme... j'étais bien dans le sous-sol chez ma mère, il y avait de l'espace, regarde, j'avais une auto pour faire ce que je voulais. T'étais dans tes pantoufles, là. J'étais bien correct, là. Sauf qu'à un moment donné, je suis maudit, genre, je peux pas l'expliquer autrement que, tu sais, quand ça te pique, là, pourquoi ça te pique? Genre, c'est pas ça que c'est pas la question que tu te poses, tu te grattes. Ouais. Fait que, tu sais, regarde, ça me piquait de partir, puis je me suis dit, let's go, je pars. Fait que j'ai appliqué en physique à UBC. Je voulais m'en aller en Colombie-Britannique, puis mon backup, c'était McGill. Fait que je partais de Sherbrooke, je m'en allais en ville. Ouais. UBC, ça a été l'enfer, naviguer ça. Là. Écoute, j'avais des notes au cégep, là. Tu sais, j'ai dit, ma moyenne était 98 en sciences, là. Puis là, si tu rajoutes les autres cours, j'étais moins bon, là. J'avais quand même une moyenne de 94, là. Mais là, UBC, eux autres, ils comprennent pas c'est quoi le cégep. Fait que, tu sais, j'applique avec 3 semestres, excuse-moi, de notes, puis les notes de midterm du dernier semestre, puis ils sont là, c'est pas bon, là, on va attendre de voir tes notes à la fin, là, puis tu le quittes. Puis là, je dis, voyons, non, McGill m'a déjà accepté, puis là, il me revenait pas, puis là, à un moment donné, regarde, il est rendu en juin, là j'ai dit, OK, je vais aller à McGill, je vais aller me trouver un appartement. Puis j'avais signé le bail, puis 3 jours après, je reçois la lettre de UBC. Puis UBC m'ont admis en infirmerie. Genre, je sais pas pourquoi, là, j'ai appliqué en physique, puis j'ai été accepté à The School of Nursing. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est bon. Le message était assez clair. It wasn't meant to be. Tu veux venir, mais ça va être sous nos conditions. Fait que je me suis ramassé à McGill, puis ça a été... Écoute, tu sais, c'était... Tu sais, quand j'ai dit que je restais au bord de la ville, ben là, j'ai vu la ville se développer. Puis là, j'ai vu, tu sais, la construction, puis tout ça, puis les routes, puis, tu sais, là, le quartier se développe autour, puis les chantiers. Puis là, tu sais, ça aussi, ça m'intéressait. Puis moi, regarde, je jouais au Lego, là. Je joue encore au Lego. Moi, d'ailleurs, t'as 3 enfants. J'ai 3 enfants. 3 enfants, puis ça doit être toi qui fais... Voulez-vous essayer ça, Lego? Oui, puis c'est d'ailleurs un problème avec mon épouse qui trouve qu'il y en a pas mal trop dans la maison des Lego. Mais aller dans une ville... Écoute, quand je suis arrivé à Montréal, là, regarde, le métro, puis
tout. Puis là, les chantiers qu'il y avait, puis la manière dont la ville est organisée, là, c'est vraiment aller chercher mon imaginaire, là. Puis ça m'a... Je suis devenu Montréalais. Genre, c'est comme... Instantané. Puis là, tu vis sur l'île? Là, je vis sur l'île. Là. Je reste à Ville-et-Mort, à 10 mètres du parc Angrignon, qui me ramène un peu... Le côté de mon enfance, là, tu sais, regarde, le parc Angrignon, il est assez grand, il y a un peu de forêt dedans. C'est sûr que c'est pas la même affaire, mais regarde, pendant les fêtes, on s'est fait une patinoire sur l'étang du parc Angrignon, là. J'ai ramassé mes gars, j'ai dit, venez, on s'en va patiner. Puis là, ils ont dit, ouais, on s'en va patiner, papa. Puis là, amenez les pelles, on a gratté à glace. Puis là, ben, on dit, hey, on patine. Fait que là, tu sais, avec ma drille, je vérifiais 5 pouces d'épais, on est correct. Puis regarde, à la fin, j'avais 17 pouces d'épais de glace. Ouais. Là, on perçait des trous, on allait à la chaudière, on arrosait ça. Fait on est capable de faire plein de choses, là. Tu sais, c'est dans mon quartier, dans ma maison. Fait que j'ai vraiment été chanceux d'atterrir là aussi. Fait que, tu sais, oui, je suis encore sur l'île, puis oui, j'adore Montréal, puis l'urbanisme, puis le développement, puis ces chantiers-là. Fait que, tu sais, c'est... Tout ça, c'est un fil conducteur, hein, qui part de l'enfance, là, puis qui m'amène jusqu'à ma pratique aujourd'hui. Puis, quand j'étais à McGill, ben là, j'étais en physique. Puis ça, c'était ma grosse passion, la physique. Mais un moment donné, le relationnel a manqué. Ça, c'est l'affaire que je trouve en génie. Tu sais, moi, j'ai fait ingénierie et... je trouve que tout le volet relationnel est manquant dans nos formations. Écoute, moi, ça a fait que ça a été mon premier échec, la physique. Genre, tu sais, là, j'ai poché 2 cours dans ma vie, puis je les ai pochés à McGill dans mon programme. Tu sais, je les ai repris, puis finalement, je les ai passés. Mais le gros problème, ça a été que j'étais dans le programme Joint Honors Math Physics. Fait que ça, là, t'es 10, puis tu te fais driver, là. Tu sais, t'as 80 heures d'études à faire après tes cours, là. Puis, tu sais, c'est des problèmes qui sont durs, là. Puis c'est vraiment abstrait, là. Puis là, tu sais, si tu le suis pas, là, un moment donné, tu tombes, puis tout ça. Puis moi, là, regarde, j'arrive à Montréal, j'ai 19 ans, ou 20 ans, là, j'ai pas de blonde, puis j'en veux une, puis on est dans le programme, on est 11 gars puis une fille, puis la fille a déjà un chum. Fait que je la retrouverai pas en physique, ma blonde. Mais l'autre jour, j'aimerais ça. Aussi, tu pars de Sherbrooke, qui n'a pas un milieu, ben tu sais, il y a Bishop, mais tu sais, majoritairement francophone, puis là, tu te retrouves anglophone, tu étais confortable avec ça? Ben, écoute, j'ai été au cégep en anglais, puis moi, je suis tombé dans les bandes dessinées rapidement quand j'étais jeune, puis je me suis mis à lire Batman puis Superman, puis, tu sais, c'est comme ça que j'ai appris à écrire, puis que j'ai appris mon anglais en lisant ces bandes dessinées-là. Puis à McGill, ben, tu sais, le relationnel me manquait, fait que je me suis joint au club de débat. Puis ça, le club de débat, là, c'était tous des anglophones. Puis, fait que j'ai emménagé avec un... il y en avait des filles dans ça. ça aussi, ça a dû t'attirer là. Oh, tu sais, ça a été mon plan. Je me suis dit, regarde, comment je rencontre du monde intéressant? Va me joindre dans un club. Puis l'affaire, c'est que là, le club, il répond au relationnel, là. Puis là, il mange du temps. Fait que là, ben là, t'as moins de temps pour la physique. Fait que tu peux moins suivre. Fait que là, c'est plus dur, là. Puis, il est venu un point où, tu sais, j'ai rééquilibré mes affaires. C'est comme ça que j'ai mis de l'histoire dans la gang. Je me suis dit, regarde, je vais faire 1 année de plus, puis je vais mettre de l'histoire pour diluer la physique un peu, pour que ça soit plus gérable côté travail, puis pour avoir une vie, là, à côté plus relationnelle, parce que là, tu t'impliques dans le débat, puis là, tu sais, tu deviens organisateur d'un tournoi de débat, un championnat nord-américain. Fait que là, tout le monde va venir. Fait que tu planifies ça 1 an à l'avance. Fait que, tu sais, regarde, c'est tout le côté entrepreneur. Là, tu prends des projets, puis en même temps, la physique, c'est bien le fun, sauf que tu l'as pas le côté entrepreneur en physique. Tu l'as pas le côté relationnel en physique. Tu es dans tes livres, puis au bout du compte, quand j'ai fini mon programme,
je faisais de la recherche en physique des particules. Puis, tu sais, j'aurais pu continuer là-dedans, puis aller faire une maîtrise, puis tout ça. Là, tout pouvait être pavé, là. Mais je faisais de la programmation, de la simulation sur ordinateur à longueur de journée. Puis là, ça a comme fait, OK, là, genre... Tu feras pas ça toute je serais pas heureux. Je serais pas heureux. Fait que je l'enseignais, la physique, en même temps. Puis là, je me suis dit, OK, ça va me prendre le relationnel. Fait que je m'en vais-tu prof ou... qu'est-ce que je fais? Puis là, je regardais la gang dans le club de débat, là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, la gang dans le club de débat? Ils sont tous devenus avocats. Fait que, regarde, je me suis dit, OK, m'appliquer en droit. Puis je suis rentré à McGill en droit. Fait que, tu sais, j'ai changé de faculté. Mais attends, puis, là, tu passes ça comme si... OK, ouais, je voulais du coke, finalement, j'ai pris du Savannah. Mais attends un peu, le droit... je sais, mais le droit, Guy Philippe, c'était contingenté, là. On a la même âge, là. Le droit, c'est comme si tu me disais, ouais, c'est ça, je faisais un peu de physique, je fait un petit temps en histoire, puis après ça, fait que moi, j'ai décidé d'être docteur en chirurgien cardiaque. Écoute, comment que ça s'est fait, ça? Parce que c'est énorme. Premièrement, c'est énorme comme changement de carrière, mais comme background, c'est un autre dossier. Je comprends que les gars te faisaient triper ou la gang de débat te faisait triper, mais tu décides quand même, tu changes du tout au tout. Là. Écoute, l'idée un peu, c'était que le droit mène à tout. Fait que, tu sais, si tu fais ton droit puis tu as un background en physique, ben tu peux peut-être aller travailler plus comme cadre, comme analyste. Tu sais, tu peux... Il y a un paquet de jobs connexes, dans le fond, au droit. Tu sais, c'est pas juste là, transaction, litige, comme dans la pratique classique. C'était un peu ça, l'idée. En même temps, c'était... Je suis pas sûr de ce que je vais faire. Tu sais, j'étais sûr que j'allais pas devenir un chercheur en physique des particules. Ça, c'était réglé. Ça, c'était réglé. Après ça, qu'est-ce que j'allais faire exactement? C'était pas clair. Mais j'avais besoin de relationnel. J'avais des aptitudes en communication. J'avais le goût d'analyse de systèmes dynamiques. Là. Ça m'est resté de la physique. Là. Toute cette tradition, cette façon de penser-là, cartésienne, c'est quoi les variables, c'est quoi la relation entre les variables, si je bouge celle-là, qu'est-ce qui arrive ici? Mais ça se reflète en droit. Puis la faculté de droit de McGill aime penser que le droit est de la science à un certain niveau. Ils ont raison à un certain niveau. Puis ça m'attirait beaucoup. Fait que j'ai dit, OK, je vais m'endetter un peu plus. On rajoute un petit 5 ans. On rajoute un petit 3 ans et demi. Puis j'y vais. Puis honnêtement, je n'étais pas convaincu que j'allais aimer être avocat avant que j'aille fini, avant que je commence à pratiquer à mon compte. J'étais pas sûr. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Tu sais, quand je t'ai dit, je te veux au podcast parce que t'es une bébête spéciale. Tu sais, je connais aucun avocat qui a un background en physique. Ça fait que ça te fait, toi, un spécialiste. Puis là, en plus, t'as trouvé le côté tout litige avec la construction qui te faisait triper. Mais là, comme 99% des avocats qui vont sortir d'un bureau, qui vont sortir de l'université puis du barreau, ils vont aller travailler pour quelqu'un. Ouais. Puis toi, t'as fait « Non, c'est pas comme ça. Je vais l'essayer tout seul. » Comment t'as parti ça? J'ai travaillé. J'ai fait mon stage dans un grand bureau. Exact, mais ça, je pense que vous êtes obligé de faire un stage supervisé. On est obligé de faire un stage de 6 mois, sauf que tu peux faire il faut que tu te trouves un stage. Puis le gros prix là, des stages, là, tout ce que tous les étudiants en droit là, vraiment veulent, là, c'est aller faire son stage dans un cabinet national. Puis moi, j'ai eu cette opportunité-là. Puis je l'ai faite, mais
tu sais, je commence mon stage, là, puis là, c'est la crise financière. Tu sais, là, de 2008 à 2010, là, dans ces eaux-là, tu sais, c'est toutes les entreprises font attention, tous les cabinets font attention, les temps sont plus durs. Il y a des sièges sociaux qui quittent le Québec, fait que la tarte, dans le fond, de business a rétréci, mais le nombre de bureaux ne rétrécit pas avec ça. Fait que, tu sais, le contexte n'est pas bon. Puis à la fin de mon stage, il arrive 2 affaires. Le directeur du département de la fiscalité prend sa retraite d'avance. Il annonce ça comme surprise, puis il y a un cocktail. Puis là, il dit, je m'en vais parce que mon père est mort l'année passée, puis j'ai réalisé que j'avais pas vécu. Qu'avant, j'aimais la musique, puis j'aimais le cinéma, puis j'écoute plus de musique depuis 10 ans, puis ça fait 5 ans que j'ai pas vu un film. Fait que là, moi, je m'en vais vivre. Fait que là, moi, j'ai comme fait, tu sais, puis moi, je fais mon stage, je suis plus vieux que tous les autres, parce que j'ai mon background en physique avant, là, tu sais, j'ai 30 ans. Comme un 5 ans de plus puis, que tous les jeunes étudiants. Je me marie cet été-là, puis, tu sais, j'ai comme, regarde, le mariage est là, ma famille s'en vient, là, ça sera pas long, là, tu sais, puis oui, moi, je veux continuer à profiter de la vie. J'en ai profité, là. J'ai été aux études pendant 9 ans de temps. Tu sais, j'en ai profité de la vie. Fait que j'ai développé un goût là. J'ai développé, tu sais, une passion pour apprendre, pour être actif, pour être engagé, puis tout ça. Sauf que j'ai pas perdu le goût des arts, loisirs, le goût des passions. C'est ça. Là. J'ai pas perdu ce goût-là. Fait que là, il y a ça qui arrive. Puis là, le bureau me donne un job en droit corporatif. Où il peut m'embaucher, là, ça fait pour faire du corpo. Puis mon mentor au bureau, il pratiquait en corpo depuis 40 ans. Puis il me dit, Guy, fais pas ça. C'est pas pire, ça. Le gars qui prend sa retraite, qui était sûrement un des associés du bureau, il dit à tout le monde, j'ai pas vécu pendant 5 ans. Ouais. Puis là, l'autre gars qui te supervise, qui dit j'ai une job pour toi, mais prends là-bas. C'est pas lui qui me dit qu'il y a une job pour moi, là. C'est l'associé directeur qui me dit regarde, t'as une job en corpo. Puis mon mentor, il me dit Guy, moi j'en ai fait du corpo, là, mais avant j'étais faire 7 ans de litige. Puis ça, ces 7 ans-là, là, ça m'a permis de devenir un juriste. Ça m'a permis, là, après ça, quand j'ai fait du corpo, là, ben, j'étais capable de dire à mon client, fais attention à ça. Ça, c'est problématique. Ça, c'est mal rédigé. Fais attention. Là. Le flou qui est là, il va peu mener à un litige. Là, puis j'étais capable de faire ça. Fait que dit, regarde, moi, je te conseille d'aller en litige. Puis là, le cabinet m'ont dit, je leur ai dit, je peux-tu faire du litige aussi? On a dit non. Genre, c'est vraiment stop ça. Fait que j'ai dit, OK, bye. Fait que là, je me ramasse je finis mon stage, je suis appelé au barreau, je me marie, puis j'ai pas de job. Fait que j'étais à mon mariage, là, puis là, tu sais, toute ma belle famille est là, puis là, tu sais, ben oui, bravo pour ton barreau, puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, je me cherche une job, là, tu sais, c'est comme... Mais je m'en pogne une. Tu sais, la vie, des fois, c'est chanceux. Je me ramasse dans un petit cabinet boutique à faire du litige au travers d'un ami qui était là. Puis là, j'en fais, puis... Regarde, c'est une année, les premières années de pratique, là, tu payes ton dû. Alors, regarde, tu vas travailler tard le soir, tu vas travailler la fin de semaine. C'est vrai, les rumeurs là, qui disent que il faut que tu billes. C'est pas qu'il faut que tu billes, c'est que tu connais rien. Il faut que tu te renseignes. Regarde, 60-70 heures semaine. Si tu veux être bon, là, écoute, tu as une procédure à sortir. Ben là, il faut que tu ouvres ton précis de procédure civile pour voir comment ça va. Parce que t'as pas encore la culture là, de la pratique, les décisions, comment ça marche, puis tout ça. Puis il faut que tu ailles la chercher dans un livre. Fait que tu travailles en tabarouette. Puis là, ben, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Puis 1 an après, je me suis fait tenter par une start-up. Je développais ma pratique, puis un moment donné,
J'avais un ami qui avait travaillé dans une start-up pendant 2-3 ans, puis qui avait monté. Puis là, un moment donné, il m'avait dit, Guy, on aurait besoin d'un avocat à l'interne pour nous organiser. Puis ça donne que il œuvre dans le domaine de l'énergie solaire. Fait que là, j'ai fait, tabarouette. Là, tu sais, là, ça vient m'après. Tu sais, le litige, là, que je commence à apprendre à comment aimer, là, puis tout le côté physique, technique, puis tout ça. Puis là, j'ai fait le saut. Puis là, ça n'a pas duré longtemps, là, parce qu'un moment donné, tu sais, un moment donné, c'est le même problème, c'est même... Un moment donné, il y a eu un thé, puis tu sais, moi j'ai dit, gars, il faut qu'on aille là, puis eux autres, ils ont dit, non, on va pas là. Fait que j'ai dit, OK, salut. Encore là, Chris, quand mon père me dit, un petit taxi. Quand mon père me dit, sois éduqué, tu pourras choisir. Tu seras jamais pris où tu veux pas être. Ben là, regarde, je voulais pas être pris là. J'ai fait un move. Puis après ça, je me suis dit, regarde, j'irai pas sur le chômage. Je suis un membre du barreau du Québec. Genre, je vais ouvrir ma pratique. Puis là, je l'ai ouvert. Puis là, tu sais, mon premier était né. Ma blonde retournait travailler. Ma blonde est avocate aussi. Elle retournait travailler. Fait que là, le petit, puis là, le petit commence en CPE, puis tout ça. Fait que là, tu sais, gère ça. Puis là, moi, je me dis, je pars à mon bureau. Puis je vais faire du droit social. Tu sais, je vais vraiment, là, pour la cause, 100 piastres de l'heure, représenter le monde, tu sais, qui veulent prendre les mandats d'aide juridique, je vais tout prendre, tu sais. Puis là, j'ai commencé à adorer ça. Là, tu sais, c'était plus, quand tu commences, puis t'es junior, tu rencontres les clients au travers du senior, puis t'es pas apte à aller te chercher une clientèle. Tu sais, regarde, tu commences, t'es un bébé, tu connais rien, là. Puis si t'as pas plein de cousins qui sont des entrepreneurs, tout ça, ben, tu sais, les clients viendront pas naturellement vers toi tout de suite, là. Mais là, tu rencontres les clients. Parce que il y a un besoin, il y a une demande. Fait que j'ai fait de tout. T'sais, j'ai fait du droit du travail, du droit familial, bien sûr, parce que ça c'est du pain et du beurre. Ouais, ça, c'est du pain plus facile à faire. Des mandats de l'aide juridique, tu as dû en faire aussi. Oui, tu sais, des mandats d'aide juridique à tonnes, puis c'est là-dedans que tu fais tout le droit administratif, puis le droit du travail. Fait que là, le droit du travail, c'était vraiment le fun, parce que là, tu te ramasses à représenter un employé qui est mal pris, là, puis l'autre bord, tu sais, c'est le grand cabinet national qui représente l'employeur. Fait que t'avais toujours un dossier bien monté l'autre bord. Fait que là, tu vois ça arriver, puis tu te dis, là, OK, c'est comme ça qu'ils font. Là. Tu prends des notes, là, puis là, tu t'organises pour être aussi bon qu'eux. Fait que, tu sais, là, c'était vraiment, là, faire ça, puis là, tu sais, c'était comme, comment que je fais un recours en responsabilité civile pour brutalité policière? Fait que là, regarde, trouve 5 jugements là, de bons cabinets d'avocats qui en parlent à Montréal. Je m'en vais au palais de justice, je demande, j'aimerais ça voir tel dossier, à la salle des dossiers. C'est public, ça. Fait que là, ils sortent ça, puis ils te disent, là, tu regardes, OK, c'est comme ça qu'il a tout écrit sa procédure, c'est comme ça qu'il a organisé sa preuve, son cahier d'autorité mentionnait ça. Hey, une demande Wellington pour forcer un assureur à prendre la défense de son assuré. Comment qu'on fait ça? Tu sais, là, quand t'en as jamais fait, puis là, il faut que t'en fasses une. T'as un mandat, là, puis là, il faut que t'apprennes. Puis tu peux lire sur le droit, puis tout ça, mais comment ta structure? Ça devait être parqué au palais de justice. La salle des dossiers, là, je les ai toutes regardées. Il y a une chaise à ton nom. Quasiment tous les grands cabinets qui en font, j'ai tout vu comment ils ont fait, comment ils ont structuré tout ça. Fait que j'ai fait un reverse engineering, dans le fond, de la pratique. Puis là, je me suis fait mes modèles, puis je me suis enligné, puis, tu sais, ça m'a permis de me mettre à jour. Fait que j'avais pas l'expérience de l'avoir fait, mais j'étais plus un amateur parce que j'ai standardisé ma pratique au travers de ce processus intellectuel-là qui décortique comment quelque chose est fait, qui fait le plan de cette chose-là, et puis qui le remet en pratique pour fournir quelque chose qui avait de l'allure. Puis ça, là, j'ai tripé à faire ça. Puis ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a ouvert, regarde, je suis allé à la cour d'appel avec ça. Je suis allé, tu sais, à mon compte, là, je suis allé à la cour d'appel 2 fois
puis j'ai gagné. Après ça, là, j'ai eu la chance au travers de contacts, de reprendre un bureau qui, là, faisait du droit de la construction. Fait que c'est là que je suis rentré en droit de la construction. Puis là, on est retourné à la cour d'appel, puis on a eu des beaux litiges, puis j'ai appris à comprendre. C'est ça que j'aime. Tu sais, je parlais avec ma blonde hier, tu sais, puis elle me disait « Hey, c'est avec qui ton podcast? » Puis là, je dis « Ah, j'étais avec un avocat en litige. » Elle fait sa vie, là, ça doit être que de la chicane. Puis là, je fais, non, mec, tu t'écoutes le podcast, tu vas voir, il trippe là-dedans. C'est comme... C'est beaucoup de chicane parce que c'est du litige. Mais c'est pas ma chicane. Elle n'est pas à moi. Regarde, moi, là, honnêtement, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai du sang-froid dans le dossier des autres. Mais là, quand ça me touche à moi, écoute, j'ai eu récemment à aller à la cour des petites créances dans un dossier de facture impayée. Je poursuivais mon ancien client pour avoir pogné mes honoraires il y a longtemps. Là. Ah, écoute, ça, là, c'est venu me chercher. Cordonnier mal chaussé. Si jamais il faut que j'aille en cours, je vais m'embaucher un avocat parce que, genre, c'est comme ça, mais professionnellement, pour moi, c'est un jeu d'échecs. Genre, c'est des jeux de stratégie. Puis là, tu sais, c'est... La preuve est où? Puis elle dit quoi? Comment qu'on structure? Puis tout ça. Puis là, tu fais ton plan, là, puis tu sais ce que t'as. Puis là, tu t'en vas essayer de découvrir d'autres choses à partir de ce que t'as. Puis tu joues tes cartes comme ça. Puis il y a une stratégie, puis ça t'amène ou bien à pouvoir négocier un bon règlement ou à pouvoir bien argumenter ton dossier devant un juge. Puis tout ce processus-là, ben, il se fait au travers d'une communication qui est le fun, puis qui est toujours bien nourrie d'éléments de preuves, dans le fond, d'éléments factuels qui te permettent de passer un bon message, de faire un bon argument. Tu sais, la pire affaire que j'allais faire, c'est un règlement business. Tu sais, regarde, là, tu réclames tant, puis lui, il réclame tant. On règle-tu dans le milieu? C'est une négo, ça j'appelle ça une négo. Moi. J'appelle pas ça un litige, j'appelle ça une négociation. Ouais, mais c'est une négociation, c'est une décision d'affaires. Là. C'est comme, on veut pas vraiment parler de ce qu'il y a là. OK, c'est correct. Si c'est la seule avenue possible, c'est correct. Mais c'est pas... Ce qui arrive dans la plupart du dossier, c'est pas mon quotidien. Tu sais, ça arrive 2 fois par année qu'on se ramasse dans cette situation-là, mais au quotidien, tu sais, quand tu montes le dossier, chaque dossier a sa table de stratégie, puis est un exercice anthropologique de détective, de découvrir la preuve, de découvrir quel élément est bon, de faire attention au texte, de voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu sais, on peut-tu leur dire que ils ont tort par rapport à ce qu'ils ont dit là, puis ils n'ont pas fait un bon exercice de risque par rapport à leur dossier, puis avoir un avantage de même. Tu sais, tout ça est différent de dossier en dossier, puis ça fait que tu t'assois, puis c'est bien le fun. Ah, c'est super trippant. Mais là, tu étais à ton compte. Ouais. Pourquoi tu as décidé de quitter ton compte pour aller dans un autre bureau? Parce que l'opportunité était très bonne. Tu sais, ça a été hybride un peu, là, parce que, tu sais... un avocat, c'est hybride en partant, tu sais. Oui, comme je t'expliquais, t'as besoin... T'as beau être... J'ai dire ça, là, mais t'as beau être sur le payroll de la business, faut que tu trouves tes clients. T'es un entrepreneur. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était un cabinet multidisciplinaire où il y avait une belle équipe. Puis ça a été un super beau 3 ans. Tu sais, fait qu'en partant, là, c'était belle équipe, beau dossier, ils ont un besoin, ils ont un procès qui s'en vient dans 1 mois, là. Puis il est à propos de la structure d'une bâtisse, là. Il y a une bâtisse qui est en train de s'écrouler sur l'autre, là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Puis le procès est dans 1 mois. Là. Puis c'est toutes des expertises techniques sur comment la fondation bouge, puis tout ça. Puis là, c'est comme, c'est le fun, ça. Genre, moi, ça, ma physique, là, tu sais, là. Tout le côté cartésien scientifique. Puis en même temps, regarde, tu veux être entrepreneur,
faut que tu décides du type d'entrepreneur que tu vas être. Moi, là, ce qui m'attire, ben, c'est de dire je vais être un leader dans ça. Tu sais, regarde, là, il y a un défi à relever là. Il faut que quelqu'un se lève pour le prendre. M'a me lever, m'en aller le faire. Puis, ce type d'entrepreneuriat-là, au travers de cette sorte de leadership-là, ça m'attire beaucoup. Tu sais, un avocat de litige, c'est un peu comme un chevalier errant. Tu sais, il se promène, là, puis il cherche sa prochaine quête. Fait qu'il arrive dans un village, là, puis là, il regarde pour parler au maire, là, puis là, le maire, il dit, là, « Ouais, j'ai un problème, là. Il y a un dragon qui vole nos enfants, là, puis qui les amène dans la caverne, là-bas, là. Fait que là, faudrait aller se battre contre le dragon pour récupérer nos enfants. » Là, le chevalier dit, « Ouais, moi, je vais prendre ça, moi. » L'avocat, il dit, « Moi, prendre ce problème-là. Je vais prendre ce litige-là. » Puis là, on part, puis la quête commence. Puis là, tu sais, les obstacles, puis les embûches, puis se préparer au combat, puis aller chercher ça. Puis après ça, tu te bats contre le dragon, puis tu gagnes ou tu apprends quelque chose au travers de la défaite. Puis après ça, il arrive quelque chose. Puis après ça, ben, tu sais, tu reviens, puis tu cherches ta prochaine quête. Fait que, tu sais, il y a une itération comme ça, mais il faut que tu sois un leader dans ça pour dire, je m'approprie le dossier, je m'approprie la quête, puis tu y vas. Puis des fois, comme dans les contes où la quête devient plus, puis tu transcendes ta propre personne au travers de la quête, puis elle acquiert un aspect presque spirituel. Des fois, ça fait ça. T'sais, un gros dossier où tu vas aller à la cour d'appel, puis tu vas gagner, mais tu vas réécrire le droit. Tu sais, tu vas faire en sorte là, que au Québec, à partir de maintenant, un sinistre ne sera plus quelque chose de nécessairement soudain, mais va rester juste fortuit. T'sais, avant, c'est fortuit et soudain, puis maintenant, c'est fortuit et plus nécessairement soudain. Là, tu viens de réécrire le droit, là. Tu viens de pitcher quelque chose, tu dis, ça devrait être comme ça, puis la cour a dit, ouais, c'est comme ça. Puis là, ça va changer la vie puis le dossier d'un paquet d'entreprises. Ben, de tout qu'est-ce qui va suivre ce jugement-là. C'est ça. Puis ça, tu l'as fait dans cette firme-là? Oui, on avait un dossier comme ça. Les assureurs refusaient la couverture dans des dossiers de malfaçon. Comme par exemple, un plombier se fait poursuivre, puis ils disent « T'as mal installé ça, il faut reprendre tel drapeau, il faut ouvrir le mur pour aller réparer ça, puis il est arrivé telle affaire à cause de ça. » L'assureur a dit « Non, moi je te couvre pas pour la malfaçon. » Fait que là, en 2010, il est arrivé une grosse cause de la Colombie-Britannique, Progressive Homes. Puis là, la Cour suprême, elle a dit ça. C'est un sinistre, c'est pas nécessairement soudain, mais c'est fortuit. Puis là, ça a tout changé. Puis au Québec, là, il y avait énormément de résistance à ça. Puis ça prenait une décision au Québec qui allait faire ce point-là. Ça, c'est toi. Puis ça, c'est moi, mon équipe dans le temps. Là. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'a plaidé. Puis au bout du compte, regarde, c'est moi qui l'ai perdu en première instance. Puis après ça, c'est moi qui étais allé gagner avec mon équipe à cour d'appel. Puis après ça, l'assureur a dit, on va vous amener à la Cour suprême. Puis là, on a fait nos représentations. Puis la Cour suprême a dit, non, je ne l'entends pas, c'est réglé. Fait que là, maintenant, au Québec, c'est le même. Tu sais, peux-tu parler? Parce que je connais mes auditeurs, là, j'y connais comme si c'était... J'y connaissais tout. On est 15, non, mais on est rendu beaucoup. Mais je connais un peu les genres de personnes. T'es-tu capable d'expliquer... en fait, je sais que t'es capable parce que tu me l'as expliqué off mic, mais j'aimerais que tu t'expliques concrètement c'est quoi tu peux-tu nous donner un exemple direct de qu'est-ce que c'était avant? Tu sais, mettons une situation... plombier, électricien, peu importe, là, mettons plombier. Puis maintenant, qu'est-ce que ça fait? Bien, regarde. Ce que c'était avant,
t'avais une... Je vais te donner un exemple classique, là, on a construit un immeuble à condo, puis quelques années plus tard, le syndicat de copropriété découvre toutes sortes de malfaçons. T'sais, ça, il y en a du litige de même. Là, ils poursuivent l'entrepreneur général, puis après ça, les sous-traitants se font appeler en garantie pour le coût de correction de ces malfaçons-là. La position classique avant était que le coût de correction des malfaçons est exclu des polices d'assurance parce qu'une malfaçon, c'est pas un sinistre. Donc, le plombier, concrètement, on va parler de plombier, mais l'entrepreneur devait payer de sa poche pour corriger. Oui. Fait que là, l'évolution du droit a été que la malfaçon est devenue un sinistre. Parce qu'un sinistre, là, c'est pas quelque chose de nécessairement soudain. C'est pas comme un éclair. C'est pas rien qu'un éclair qui arrive comme ça. Un sinistre, c'était fortuit. C'était quelque chose qu'on n'a pas prévu. Il est arrivé une bad luck qu'on n'a pas prévue. On a fait une erreur imprévue, mais cette erreur-là n'est pas arrivée comme soudainement. Là. C'est pas comme on a renversé quelque chose ou on a mis le feu. Ça n'a pas besoin d'être soudain comme ça maintenant. Si on va dans l'exemple concret, c'est comme avant tuyau de PEX avec une bague, l'entrepreneur oublie de crimper. Puis que pour que les gens ils sachent, tu peux rentrer ton tuyau de PEX, il peut tenir pendant 3 ans de temps et même si la bague n'est pas crimpée, selon les types de tuyauterie, et tout ça peut tenir pendant des années et éventuellement amener augmentation de la pression, changement, peu importe la situation, fait que le tuyau et le fitting déconnectent, se débranche et là, il y a un dégât d'eau. Fait qu'avant, puis là, c'est clairement une malfaçon. Là, imagine qu'on n'est pas encore au dégât d'eau. OK? Imagine là, qu'on est... dans l'inspection. Dans l'inspection. Là. Puis là, il faut ouvrir toutes les murs pour aller remplacer ces affaires-là. Puis après ça, il faut aller refermer les murs. Puis pendant qu'on ouvre les murs, ben là, disons qu'on ne peut pas utiliser la bâtisse parce que la bâtisse, le bien il est inutilisable. Fait que tu sais, tu as toute une notion de perte de jouissance, qui est un dommage matériel. Ouais. Puis après ça, tu sais, le coût d'ouverture des murs pour aller changer ça, bien là, on détruit du gyproc, là, pour aller corriger une malfaçon qui est un sinistre. Fait que ça, parce que la malfaçon est un sinistre, bien la Cour aussi, dans Progressive Home, nous a dit ouvrir les murs, là, on endommage un bien matériel. Fait que c'est un dommage matériel. Regarde, ça va peut-être changer. Dans l'évolution du droit, là, un moment donné, il y a une cour qui va être appelée à se prononcer sur si ça rentre dans une autre exclusion ou non. Là, puis je pourrais t'en parler longtemps. Là, comment qu'on devrait voir ça? Là? Mais présentement, ça l'est du dommage matériel. Fait qu'avant, parce que la malfaçon n'était pas un sinistre, dire, regarde, c'est exclu, on couvre pas. Fait que débrouillez-vous, débattez-vous. Puis, tu sais, souvent, c'est pas juste le coût de ce qu'on va avoir à payer pour corriger ça, mais c'est tous les frais de défense du dossier, là. Parce que ta police d'assurance responsabilité civile, elle va t'indemniser si tu es forcé à payer une condamnation, mais aussi, ton assureur doit assumer ta défense. Puis tous les frais de la défense. Fait que les rapports d'experts, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Fait que là, fait que si l'assureur le fait pas, c'est toi qui dois débourser. C'est toi qui es au bat. C'est l'entrepreneur qui est au bat. Fait que là, faut qu'il se débatte avec ça. Fait que un moment donné, il y a un groupe dans l'industrie de la construction qui a dit assez, c'est assez. Genre, nous autres, là, on prend un dossier, là, puis on le mène. Puis ça a été le nôtre. Fait que là, maintenant, on va se servir de ce dossier-là pour dire non, au Québec, la malfaçon, c'est un sinistre. Puis vous devez défendre. Puis tu sais,
on va arriver à un résultat, dans le fond, où l'assureur va prendre la défense de son assuré dans ces dossiers de malfaçon-là, ou va faire un deal avec son assuré pour déterminer c'est quoi le dommage qui est strictement conséquentiel qui pourrait être couvert, puis le dommage qui est non conséquentiel qui ne sera pas couvert, pour faire un partage comme ça. Mais le partage va être une solution meilleure que le déni de couverture complet. Fait que, tu sais, cette situation-là, ben, écoute, c'est un des types de dossiers qui me fait triper, là. Mais tu dois être... En fait, tu dois être le meilleur ami de tous les entrepreneurs sous-traitants et l'ennemi numéro un des assureurs depuis que ça s'est arrivé. Non, regarde, c'est pas autant que ça. C'est pas aussi blanc et noir. Là. Il reste quand même une petite zone grise. Tu sais, si ce serait parfait si une telle décision amenait une telle notoriété que tous les entrepreneurs prenaient le téléphone et disaient « Hey, Guy Bouchard, là, j'ai un dossier pour toi. » C'est pas totalement le cas. Je te dirais que ce qui est très, 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 très plaisant, c'est quand tu lis la jurisprudence qui sort puis tu vois ta décision revenir dans les décisions citées. Ça, c'est bien le fun, là, parce que tu vois que ton travail a permis à un autre avocat d'avancer les droits d'un autre entrepreneur. Puis, tu sais, je suis pas contre les assureurs. Les assureurs, je les aime bien, puis ils sont nécessaires. Puis, écoute, c'est plein de bon monde qui représente les assureurs. Puis, c'est plein de bon monde qui travaille des assureurs. Puis, tu sais, il y a du bon monde partout. Mais là-dessus, ben, il y avait des débats à avoir. Puis, on a certainement clarifié quelles étaient les obligations de l'assureur au bénéfice des entrepreneurs qui se voyaient refuser le bénéfice de la police d'assurance pour laquelle ils ont payé. Puis, tu sais, techniquement parlant, là, mettons que t'es un courtier qui est allumé, là. T'es un courtier qui connaît Progressive Homes, puis l'assureur sait c'est quoi Progressive Homes, puis ils savent qu'ils vont peut-être être obligés de défendre dans ce type de situation-là. Bien, le courtier va dire à son client, ben oui, s'il t'arrive ça, tu vas être défendu. Puis l'assureur le sait qu'il va avoir peut-être cette obligation-là, fait qu'il va mettre un prix, sa prime va être déterminée en fonction de ces obligations-là. Puis là, après ça, quand l'assuré se retrouve à être refusé de couverture, ben si l'assureur est responsable, l'assuré a déjà payé des primes qui reflétaient le risque d'avoir à se faire défendre par ça. Puis là, il se fait dire non. Puis il se fait dire non parce que la décision de Colombie-Britannique n'était pas encore arrivée. Tu sais, elle montait en Cour suprême, mais tu sais, est-ce que ça s'applique au Québec? Le kit, là, il n'y avait pas strictement de décision qui disait... Il te fallait de la jurisprudence au Québec, puis là, tu l'as fait. Ouais. Hey, mais c'est un... En fait, c'est un méga milestone. Je sais que tu restes humble dans tout ça, puis ça a été extrêmement le fun. Hein? Quand c'est sorti, là, Écoute, il t'appelle. Le greffe de la cour d'appel t'appelle. Puis ça a pris 11 mois avant que la décision sorte. Là. Fait que c'était majeur. 11 mois, on a été... Aux 2 semaines, je regardais, genre, là, tu sais, des fois, j'appelais. On nous avait-vous oublié, là? On est-tu tombé entre 2 chaises? Puis, on a plaidé, ben non, on n'a pas de nouvelles. Le dossier est encore sur le bureau du juge. Puis là, il est 3h10 un après-midi. Puis le téléphone sonne. Puis là, je vois, tu sais, greffe, cour d'appel. Allô? Puis là, elle dit, oui, Maître Bouchard, c'est juste pour vous aviser que le jugement dans votre dossier va être rendu. Là, je dis, peux-tu me dire c'est quoi? Puis elle dit, non, je peux pas vous le dire. Vous allez avoir le jugement par courriel pendant 10 minutes. Hey, là, c'est... Le suspense. Écoute, là, je suis debout dans mon bureau, tu sais, je tourne. Puis là, le courriel rentre. Écoute, puis j'ai lâché un cri, là. Je sais pas, il est venu de où ce cri-là en moi, là, mais il est sorti, ça a fait peur à tout le monde dans le bureau. Écoute, je me rappelle, mes collègues qui travaillaient à l'étage en bas sont montés.
Puis là, ils ont dit, est-ce que tout va bien? Puis là, mon adjointe m'a regardé, gros yeux de même. Puis là, j'ai fait... Mais tu sais, c'était tellement gros, là, puis... C'était majeur dans ta carrière. Hein? C'était majeur, mais c'était une partie de mon âme, tu sais, qui a été mise là. Puis là, elle se faisait... Puis là, après ça, j'ai lu le jugement, là, puis le jugement était essentiellement le factum, le mémoire qu'on avait présenté à la cour d'appel, il était là. Quasiment mot à mot, là. Ah, puis le juge en première instance avait écrit que j'avais étiré l'élastique au-delà de où ça pouvait aller. Puis la cour d'appel a cité ce passage-là, puis dit, le juge de première instance fait erreur lorsqu'il dit ça. C'est ça. Puis là tu sais, c'est notre argument qui est appliqué, puis l'erreur en première instance est notée. Écoute, c'était trop. C'était les larmes aux yeux. Ouais, c'était... Ça a vraiment été comme la meilleure journée de ma carrière. Tu sais, à dire wow. Là. Wow, hey, ça, c'est toute une histoire. Guy-Philippe, ça fait, je te l'ai dit, ça allait passer de même. Oui. Faut qu'on s'arrête pour cette semaine. Bien évidemment, nous autres, on va poursuivre. On va prendre une pause. Je voulais te remercier. Je suis certain que les auditeurs ont adoré. Moi, j'ai plein d'autres questions pour toi. Fait c'est clair qu'on va poursuivre ça. Nous autres, on va se prendre une petite pause. J'aimerais remercier Antonella, Mylène, qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, qui s'occupe du podcast. Merci beaucoup, mesdames. Merci Diane aussi, qui les aide. Merci Nicole à la console. Encore une fois, Studio SF, si jamais vous voulez louer pour faire un podcast, service exceptionnel. Merci Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous me donnez. J'ai vraiment la plus belle job au monde. Puis pour les auditeurs, on se revoit la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de Guy-Philippe. Donc sur ce, bonne semaine.